Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition. Voici les titres. Le Bénin fait sensation à Osaka, au Japon. Le pavillon du Bénin ne passe pas inaperçu. Véritable immersion dans l'art, la culture, l'histoire et les traditions. Il attire un public curieux venu des 4 coins du globe. Parlons sport à présent avec la jeunesse béninoise qui s'apprête à vivre un moment historique dans la ville d'Abomey. Il s'agit de la toute première édition de la Ligue nationale scolaire, prévue pour le 5 septembre au stade Omnisport de Goho. Hors de nos frontières, à présent en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo déposent leur candidature pour l'élection présidentielle. 200 CEO diplomates européens appellent l'Union européenne à une action d'urgence face à Gaza. Et puis en Italie, la 82e édition du Festival international du film de Venise a démarré ce jour. Nous en parlions au titre, mesdames et messieurs, le Bénin fait sensation à Osaka, au Japon. Le pavillon du Bénin ne passe pas inaperçu, véritable immersion dans l'art, la culture, les traditions et l'histoire. Il attire un public curieux venu des 4 coins du globe. Le pays déploie tout son savoir pour captiver les visiteurs et mettre en valeur la richesse de son patrimoine. Une opération de séduction réussie à l'approche de la journée dédiée au Bénin, immersion au cœur d'un espace aussi captivant que prometteur avec notre envoyé spécial Herman Rodrigue Amégan. Regardez. De l'émerveillement. C'est une découverte. Du dépaysement. De la curiosité et surtout un véritable intérêt. Merci pour la visite. À Osaka, au Japon, c'est un pays venu de loin, de très loin, qui capte les regards et émerveille les esprits. Le Bénin déroule sous les yeux de milliers de visiteurs son riche patrimoine culturel, artistique et historique. Ils sont venus par centaines, par milliers. Parmi eux, Pierre et Camille, un jeune couple venu tout droit de Paris. Fascinés, touchés, ils arpentent les allées du pavillon béninois avec cette soif de découverte qu'on ne feint pas. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est de découvrir la culture, l'art qui est proposé et donc de voir un peu tout ce que le pays peut nous proposer. Ici, c'est ça, c'est toutes les couleurs, toutes les belles photos de votre beau pays qui donnent envie de découvrir. Donc, je trouve que c'est très bien mis en scène et ça donne envie. Pas de répit au pavillon du Bénin. Chacun veut quitter les lieux avec une partie du Bénin dans son carnet. Ici, les photographes s'attardent sur la grâce du Bochio, pendant que d'autres tombés sous le charme des ricades royales s'imaginent déjà sur les traces des rois d'Abomey. Pour beaucoup, c'est une première rencontre avec la culture béninoise, une rencontre marquante. C'est la première fois que j'en apprends autant sur le Bénin. Votre culture est très riche et variée. J'espère pouvoir visiter le pays un jour. Et Sharon n'est pas la seule. Des dizaines de touristes ont d'ores et déjà coché la destination Bénin dans leur carnet de voyage. Car ici, au cœur de l'exposition universelle, l'ambition du pays se déploie sans détour. Se révéler au monde, attirer, séduire, accueillir. Un pari gagnant si l'on en juge par l'enthousiasme du public. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'à la sortie du pavillon, les visiteurs nous disent « Ah, on a envie de venir au Bénin ». Et justement, c'est ce qui se passe. Ils nous disent « Ah, on viendra au Bénin parce qu'on a envie d'en découvrir plus ». Et ce n'est pas fini. En attendant de fouler le sol béninois, les curieux, les futurs voyageurs ont rendez-vous le 29 août prochain pour la National Day du Bénin. Une journée durant laquelle tous les projecteurs de l'exposition universelle seront braqués sur le Bénin. Il s'agira pour le Bénin de mettre en lumière son patrimoine artistique et culturel à travers l'agence Bénin Tourisme et également l'agence de développement des arts et de la culture en proposant différentes performances artistiques. Et pour les investisseurs, une autre vitrine s'ouvre en amont pour ces célébrations. Le Choose Benin Investment Forum,
qui va réunir décideurs, entrepreneurs et acteurs économiques autour d'un même objectif, bâtir ensemble le Bénin de demain. À Osaka, au Japon, art, culture, diplomatie, économie, tout s'imbrique harmonieusement pour offrir au monde une vision renouvelée du Bénin. Et à travers cette vitrine internationale, c'est toute une vision qui se décline. Le Bénin d'aujourd'hui, le Bénin de demain, le Bénin à découvrir. Revenons au Bénin dans cette même logique. Mettre l'artisanat béninois sur les marches internationales, c'est l'un des défis majeurs du secteur. Au Salon national de l'artisanat béninois, la question de l'exportation a retenu toutes les attentions. Experts et artisans ont échangé autour des réglementations et opportunités qui s'offrent aux créateurs. L'artisanat béninois peut-il encore mieux regarder au-delà des frontières? Une ambition, mais surtout un défi. Au Salon national de l'artisanat, la question est sur toutes les lèvres. Experts et artisans échangent autour des règles douanières et fiscales. En fait, au niveau de la réglementation douanière et fiscale, la fiscalité, c'est un pourcentage par rapport à la valeur du produit que vous voulez exporter. Mais en fait, à l'exportation, au niveau de la fiscalité, il n'y a pas grand-chose. C'est juste peut-être à peu près 1% maximum qu'on paye, une taxe à l'exportation. Ce n'est pas ça qui empêche d'aller à l'exportation. Ce qui peut empêcher, c'est que vous n'ayez pas les moyens de produire en grande quantité. Respecter les normes pour séduire une clientèle exigeante. La qualité reste la clé. Pour aller à l'exportation, il faut se préparer, il faut avoir de bons produits à présenter. Il faut que l'emballage dans lequel les produits sont soit bien fait, ait toutes les informations et surtout faire toute la réglementation qu'il faut, les autorisations qu'il faut. Bonne nouvelle, des initiatives d'accompagnement se multiplient pour les épauler, valoriser leur savoir-faire et transformer leur créativité en opportunité. Le rôle de l'ITC, c'est de faciliter l'accès aux pays en développement et des PME aux marchés mondiaux. Donc nous connectons non seulement les artisans au marché, à travers différents mécanismes, différents programmes, mais également nous permettons aux artisans de pouvoir avoir des financements en les connectant à des structures qui sont capables de les soutenir financièrement. En matière de réforme, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà initiées. J'entends par là les guichets uniques où on facilite quand même aux artisans l'accès à l'information. Et également, il y a de l'accompagnement en matière de financement. Mais pour être financé, comme le ministre l'a tantôt dit, il faut être structuré, il faut être organisé, il faut avoir un niveau quand même de professionnalisation qui permet aux institutions de vous accompagner. Il y a beaucoup de choses que nous, artisans, nous méconnaissons. Les panélistes ont communiqué, nous avons eu beaucoup d'informations. À nous maintenant de sortir de nos cadres et aller vers les structures qui se chargent de la facilité de l'exportation des produits artisanaux. Et le SNAB ne s'arrête pas là. Panel, rencontres et formations se poursuivent encore plusieurs jours, confirmant ainsi son rôle de véritable plateforme d'échange et de renforcement des capacités. Le SNAB a démarré depuis vendredi dernier, après les 5 premiers jours. Victorine Bondé a tendu le micro à l'un des membres du comité d'organisation pour donner ses appréciations. On l'écoute. Le salon a été ouvert depuis le 22 août dernier, le vendredi bien sûr, à travers une cérémonie d'ouverture. Et nous avons 150 exposants qui exposent dans ce salon. Nous sommes au Palais des Congrès actuellement et c'est vraiment des pépites que nous voyons, des merveilles. Des génies vraiment qui ont révélé de très belles choses pour cette année, cette édition 2025. Et nous sommes là jusqu'au 31 août. C'est une édition très spéciale, très appréciée d'ailleurs. Vous aurez remarqué, il y a de l'afflux partout. Tout le monde passe pour venir visiter, découvrir. Et nous appelons encore tous ceux qui doutent encore de la chose de venir nous rejoindre vraiment pour visiter, regarder les pépites que les artisans ont apportées. Je vous rappelle que parmi ces 150 exposants, nous en avons 120 du Bénin et 20 autres des étrangers. Il y a le Burkina Faso présent, le Togo présent et le pays d'invités du Maroc également qui est avec nous.
L'Union nationale de la jeunesse béninoise, UNAJEB, a 21 ans d'existence. Et pour marquer l'événement, le bureau exécutif a organisé ce lundi 25 août une conférence de presse pour présenter son projet de société. Elle a profité de l'occasion pour honorer le président Patrice Talon. L'événement s'est déroulé à la plage de Fidjrosset à Cotonou. C'est le carrefour Fidjrosset. Et cette place désormais sera appelée place Patrice Talon. C'est là un souhait, celui de l'Union nationale de la jeunesse béninoise, UNAJEB. Ses membres veulent ainsi que le Bénin rende hommage au président Patrice Talon. Ils le considèrent comme un bâtisseur qui a fait de la transformation du Bénin une mission. Nous proposons que ça soit érigé ici en ce lieu un monument pour que ça porte le portrait du président Patrice Talon. Cette route des pêches, désormais, sera baptisée boulevard Patrice Talon. Ce président, hors du commun, a tout fait pour le Bénin. Il a tout donné pour le Bénin. Il a laissé en héritage la transformation spectaculaire du Bénin. L'hommage ne s'arrête pas là. L'UNAJEB propose aussi de mettre en lumière les anciens présidents de la République. À place Léline, qui porte un nom étranger, nous proposons que désormais, que cette place soit baptisée place Yaïboni, que la place bicentenaire soit baptisée désormais place Nicéphore Dieudonné Soglo. Changement de décor avec une conférence de presse. Ici, les membres de l'Union nationale de la jeunesse béninoise présentent leur vision et leur profil du prochain président de la République. Le prochain président que les Béninois doivent choisir devra être un homme du peuple, proche de nos réalités. L'UNAJEB exprime sa volonté d'être un acteur de développement du Bénin à travers la présentation d'un projet de société. Elle invite chaque citoyen à participer à la construction du Bénin. Contrôle de l'action gouvernementale dans le Koufo, Christophe Megbedji et les membres de la conférence administrative départementale, en respect aux dispositions légales relatives à la décentralisation, étaient en début de semaine face aux forces vives des communes d'Aplahoué et de Djakotomé. Objectif, évaluer la mise en œuvre de la politique gouvernementale et apporter un accompagnement aux collectivités locales. Évariste Zomaon et Samirat Chabi Mané pour le point de cette première journée d'écoute conseil dans le Koufo. Différents acteurs du développement ont répondu présents à ces assises qui ont pour but d'assurer une meilleure cohérence entre les programmes des communes et ceux nationaux. À Aplahoué, chef-lieu du département, une liste non exhaustive des acquis sous le régime Talon est dressée. Avec l'accompagnement du pouvoir central, nous remarquons avec fierté des avancées notables, comme la construction de l'hôtel de ville d'Aplahoué, la construction d'infrastructures scolaires, la construction des centres de santé et leur équipement, l'installation du réseau électrique dans la commune, l'approvisionnement de la commune en eau potable, la modernisation de notre ville avec l'assainissement et l'aménagement de la voirie en cours. Le cap est ensuite mis sur la commune de Djakotomé où les travaux d'assainissement et de pavage en cours dans la ville, le projet de construction de gros ouvrages hydrauliques, celui de densification et d'extension du réseau électrique, de même que la mise en œuvre du programme national de santé communautaire et bien d'autres acquis forcent l'admiration. Nous tenons à réitérer nos remerciements à son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour la dynamique de réforme et de développement qui, depuis 2016, continue de transformer en profondeur notre pays. Les fruits de cette gouvernance se constatent dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national, avec des impacts visibles sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Le débat avec les populations est nourri
Plusieurs sujets de développement sont soulevés et les approches de solutions sont ensemble ébauchées. Mais l'autorité préfectorale est d'abord fière des avancées dans tous les domaines enregistrés dans son département. Je tiens à exprimer satisfaction à propos du secteur de l'éducation, notamment en ce qui concerne les performances réalisées par notre département au cours de ces dernières années. Le président Patrice Talon et son gouvernement nous ont fortement accompagnés. Toutes les communes de notre département ont franchi la barre de 80% de mobilisation. C'est inédit. Mais il y a un domaine qui doit retenir notre attention, celui de l'hygiène et de l'assainissement. Le bitumage de certaines routes, l'accès aux intrants, la création et la dotation en matériel et personnel des commissariats de police, la situation du musée régional de Kékéroué dans Djakotomé font partie du chapelet de doléances à présenter au chef de l'État. Ils sont près de 3000 candidats déterminés à décrocher leur place dans les écoles et instituts publics du Bénin. Ce mercredi, les épreuves écrites ont officiellement démarré. Entre stress, prière et concentration, l'ambiance était particulière. Au collège de Notre-Dame des Apôtres de Cotonou, l'un des centres retenus. William Choki et Ramatou Lawani. Un silence presque religieux, seulement troublé par quelques murmures de prière. Ici, la concentration est de mise pour ces différents candidats. D'autres prennent une grande inspiration comme pour chasser l'angoisse. Tous attendent ce moment décisif. Le lancement des épreuves écrites du concours d'entrée à l'INMES de Cotonou et IFSIO de Parakou. Je vous souhaite beaucoup de concentration. Il faut lire, relire et être sûr qu'on a bien compris. C'est au collège Notre-Dame des Apôtres de Cotonou que le top départ a été donné, en présence des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les candidats composent sur cette feuille, c'est une feuille codifiée. Et cette feuille, après la composition, on passe à la correction. De la correction au scannage, c'est le système qui fait le calcul de la moyenne de chaque enfant et qui classe tout l'ensemble. Donc, avec cette innovation, nous ne faisons plus le secrétariat anonymat, nous ne faisons plus le secrétariat relevé. Et quand on finit les examens, s'il n'y a pas les contrôles à faire, le lendemain ou 48 heures après, on peut délibérer. 2946 candidats affrontent ces épreuves dans 3 villes de composition, Abomey, Parakou et Cotonou. Un concours national qui leur ouvre les portes des écoles et instituts publics. Et la bourse est accordée aux 50 premiers. Et donc, dans chaque filière. Donc, je les attends vraiment à bras ouverts. Et l'IFSIO, il en est de même pour l'IFSIO. Ces épreuves marquent le premier pas d'un long parcours où seuls les meilleurs seront retenus. Entre détermination, espoir et pression, chacun sait que tout se joue ici et maintenant. La 15e édition de l'Université des vacances au profit des enseignants de la maternelle et du primaire du Bénin a officiellement été lancée à Parakou lundi dernier par le ministre en charge des enseignements maternels et primaires. À quelques jours de la rentrée des classes, des centaines d'enseignants venus de tous les départements échangent autour du thème « La neuropédagogie au service du développement ». Olviga Messan et Dorcas Tito Tchaledji pour le compte-rendu. La neuropédagogie au service de l'amélioration des pratiques enseignantes. C'est le thème central de l'édition 2025 de l'Université de vacances. 200 enseignants des niveaux maternels et primaires se retrouvent à Parakou pour échanger expériences et connaissances. La tenue de cet atelier de renforcement de capacité des enseignants à l'orée de la nouvelle année scolaire 2025-2026
augure d'ores et déjà d'une année encore plus fructueuse en termes de performance que celle écoulée. Le parterre de cadres et de formateurs mobilisés pour la circonstance laisse présager de résultats encourageants à la fin des travaux. Des sous-thèmes et ateliers sont prévus pour permettre l'acquisition de nouvelles compétences pédagogiques. Il permettra aux participants que vous êtes spécialistes du domaine d'échanger des expériences sur l'approche scientifique de l'apprentissage, mettant en relation les connaissances des neurosciences, de la psychologie et de la pédagogie dans la perspective d'adapter les contenus et les méthodes d'enseignement aux besoins spécifiques de l'enfant. L'Université de vacances constitue également un formidable laboratoire d'idées, un incubateur de pratiques innovantes qui pourront essaimer dans toutes les écoles du Bénin à travers vous, car en favorisant les échanges entre collègues de différentes circonscriptions scolaires, de différents contextes d'enseignement, nous jetons solidement par là les jalons de l'émergence des conditions d'une intelligence collective optimale au service de l'éducation nationale. L'université de vacances qui a débuté le 25 août à l'école de formation médico-sociale de Parakou prendra fin le 30 août 2025. Un nouveau souffle à la production du riz à Koudengou, dans la commune de Nati-Tangou, avec le soutien du FNDA. 100 hectares de bas-fonds sont en cours d'aménagement. Coût global du projet, voilà, environ 320 millions de francs CFA, subventionnés à hauteur de 280 millions par le FNDA. Et vous allez le constater, les responsables de la coopérative que notre équipe de reportage a rencontrés sur le terrain n'ont qu'un seul objectif, celui de voir éclore le plein potentiel de cette filière. Reportage avec Renaud Akapo, Jean Obimin et Hilaire Kodjo. Koudengou ou Koudenon, c'est selon le cas si vous êtes un autochtone ou un étranger. La seule certitude est que cette terre fertile qui s'étale sur les hauteurs de Nati dispose d'un potentiel qui mérite d'être exploré et valorisé. Cela n'a pas été le cas durant des décennies. Depuis sa création en 2012, la coopérative villageoise a évolué au petit trot, faute de financement pour mettre en valeur ses périmètres de culture. Il a fallu l'avènement du FNDA pour voir émerger un pan entier du potentiel de ce pôle agricole de l'Atakora. En termes d'intervention, FNDA a aménagé de façon sommaire les 100 hectares pour la culture du riz et un aménagement avec un forage équipé de panneaux solaires et d'un château pour le maraîchage qui fait 1 hectare. Près de 320 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée pour financer un projet de grande envergure au profit de la coopérative villageoise. La consistance des travaux étreint toute une pile de chantiers. Confection de diguettes de rétention, ouverture des pistes d'accès, construction des aires de séchage et magasins de stockage, les initiatives s'enchaînent pour le plus grand bonheur de la masse paysanne. L'année passée, il avait fait les laboués, on a bien travaillé, on a eu un bon rendement. Les aires de séchage que nous avons fait aussi, avant on tapait le riz, il y avait les cailloux dedans. Je les remercie aussi pour le magasin. Accès aux voies, il n'y avait pas les voies. Maintenant, nous avons 2 voies et aussi nous avons un château qui est là pour les maraîchers. Et maintenant, le rendement s'est doublé. À Koudengou aussi, nos problèmes, c'est le labour. Ces périmètres de culture sont en passe de connaître une véritable mutation avec l'acquisition de nouveaux motoculteurs. Avec le programme PASDER, on a acquis 2 tracteurs. Un tracteur sera directement affecté au niveau de ce site de Koudengou pour faciliter le labour. Loin des grands bassins de production du riz de la vallée de l'Ouémé, Koudengou, Koudenon tisse sa toile pour porter l'espoir d'un terreau fertile sur les hauteurs de la chaîne de l'Atakora.
Nous nous dirigeons à présent à Porto Novo avec cette remise d'attestation aux apprenantes en fin de formation pratique en élevage, transformation alimentaire et autres, des parchemins reçus au cours de la première édition de la Fête des femmes, bénéficiaires des formations de l'ONG. Vitis Jorge Miché Elegbe. 60 femmes reçoivent leur attestation de fin de formation à l'occasion de cette première édition de la Fête des femmes leaders d'Agbadinanfa de l'ONG Nudesseoha. Nous avons bénéficié d'une formation gratuite, riche en enseignement et en expérience. Les modules tels que l'aviculture, l'héliciculture, la fabrication de provandes naturelles, la production de produits cosmétiques et alimentaires, le maquillage, le nouage de foulards, la confection de sacs et bijoux en paille, ainsi que la promotion de la paix au sein des foyers, nous ont permis d'acquérir des compétences pratiques et durables. L'autonomie, la solidarité et l'esprit d'entreprise sont les valeurs transmises aux bénéficiaires de cette formation pendant un mois. Nous croyons qu'ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Nous sommes les femmes leaders de l'ONG Nudesseoha. Nous sommes des bâtisseuses, des éducatrices, des gardiennes d'espoir, engagées à faire reculer la précarité et à révéler le potentiel de chaque femme et à soutenir ceux et celles que la société oublie trop souvent. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le leadership féminin, mais nous honorons aussi la force, le courage et la détermination de toutes les femmes qui, malgré les difficultés, se lèvent chaque jour pour bâtir une société meilleure. L'ONG Nudesseoha œuvre pour la valorisation du leadership féminin et l'autonomisation de la femme. Cette organisation non gouvernementale vient également en aide aux orphelins, aux veuves et aux familles démunies. Du 26 au 28 août, le Bénin accueille un colloque international sur la responsabilité juridique des commandants militaires et de leurs conseillers commandants. Experts juridiques, représentants du gouvernement, représentants de la société civile et partenaires internationaux se sont donné rendez-vous sur cette plateforme dédiée au partenariat, au dialogue et au progrès. Suivons le point de l'ouverture des travaux fait par Mathieu Sokenou et Rachidatou Bio-Maman. Une quarantaine de pays africains prend part à cette rencontre internationale co-organisée par les gouvernements béninois et américains. Durant 3 jours, les discussions seront axées sur comment garantir la responsabilité dans les opérations militaires, comment renforcer l'état de droit et comment bâtir des sociétés plus fortes et plus résilientes en Afrique. Le colloque africain sur la responsabilité est un exemple de la manière dont les États-Unis peuvent tirer parti de leur leadership pour promouvoir la paix par la force afin de défendre des valeurs communes et de mettre fin au conflit. Nous sommes aujourd'hui confrontés à de nombreux défis. L'extrémisme violent, le crime organisé, l'instabilité alimentée par des acteurs extérieurs. Ces défis nécessitent des réponses collaboratives, coordonnées et fondées sur des valeurs communes. En choisissant le Bénin comme hôte de cet événement majeur, les États-Unis entendent renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, tout en reconnaissant le Bénin comme un leader régional en matière de sécurité et de respect de l'état de droit. Je voudrais exprimer au gouvernement américain les sincères remerciements du gouvernement béninois de son chef, le président Patrice Talon, pour la coopération harmonieuse et fructueuse entre nos deux pays. Il s'agit là d'un exercice de responsabilité collective au service d'une gouvernance militaire respectueuse des droits humains et des obligations internationales.
À la manœuvre de ce colloque international, l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, engagé à promouvoir partout au monde des forces armées professionnelles et responsables. Le parti Union progressiste Le Renouveau se renforce dans la première circonscription électorale. Certains militants du parti Les Démocrates rejoignent le parti du Baobab. La cérémonie officielle de leur adhésion s'est déroulée le week-end dernier dans l'arrondissement de Sam, dans la commune de Kandy. Les jeunes du parti Les Démocrates de l'arrondissement de Sam épousent désormais les idéaux du parti Union progressiste Le Renouveau, leur nouveau père politique. Nous, population de Teriwonga, avons décidé d'adhérer officiellement au parti Union progressiste Le Renouveau. Le choix, ce n'est pas un hasard. Il est le fruit d'une conviction profonde. Ce parti incarne les valeurs que nous défendons. Il porte une vision claire pour nos villages, ouvre les portes à une réelle participation des jeunes dans la gestion de la cité. En rejoignant l'Union progressiste, Le Renouveau, nous venons avec notre énergie, notre créativité, notre détermination. Je reçois votre adhésion et au nom de la haute direction du parti, je vous porte ce chapeau qui fait de vous, président, et de tout votre groupe, désormais membres de l'Union progressiste Le Renouveau. Les jeunes ont motivé leur adhésion par l'idéologie que prône le parti et les actions futures pour leur base. L'électrification rurale, l'accès à l'eau potable, l'éducation, la santé, l'appui aux agriculteurs et l'emploi aux jeunes diplômés. Nous ne demandons pas la charité, mais plutôt offrir une base électorale solide, des militants loyaux et un engagement durable. Le PS, Le Renouveau, qui est aujourd'hui le plus grand parti du Bénin. Le parti qui incarne, qui prône la vision du chef de l'État, la politique de développement. Et c'est le développement à base qui conduit le développement au niveau de la commune, au niveau des départements et au niveau du pays. Cette adhésion des jeunes de Sam renforce la position de l'UPR dans la première circonscription électorale. Le projet de lutte contre toutes sortes de violences basé sur le genre, voulu par le gouvernement et mis en œuvre par l'Institut national de la femme, est dans sa phase opérationnelle. Un protocole d'accord avec la présidente de l'Institut et les leaders religieux et traditionnels de la Liborie a été signé le lundi 25 août 2025. Retour sur les images et sons avec Nestor Sella et Judicaël Aïda. L'Institut national de la femme signe des protocoles d'accord avec les leaders religieux et traditionnels du département de la Liborie. Elle sollicite par ses actes leur adhésion totale dans son projet de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons besoin que les leaders religieux, les têtes couronnées s'indignent avec nous de façon visible. Nous estimons que ce sont les personnes les plus écoutées. Il était temps qu'on noue avec eux une alliance active en fait. Nous avons signé un papier certes, mais le travail va continuer dans un suivi. En collaboration avec le préfet et avec Madame le maire, où nous demanderons si tout va bien, s'il y a des situations qu'ils peuvent nous confier, la dénonciation étant anonyme également, en cas de nécessité d'un anonymat, cet anonymat sera respecté. L'objectif, c'est qu'ils participent de façon active au sein des communautés à une tolérance zéro à la violence à l'égard de la femme, à la dénonciation. Le périple de Huguette Nyagaya dans le département était riche en enseignements et en partage. Les leviers de transformation sociétale investis d'un pouvoir spirituel donnent leur accord et s'engagent aux côtés de l'Institut national de la femme. Et personnellement, c'est une joie pour moi d'accueillir l'Institut avec sa présidente pour réfléchir ensemble sur comment faire pour que le devenir de notre société ne soit pas laissé à volo. Mais je serai encore beaucoup plus satisfait quand je verrai, n'est-ce pas, les décisions en actes. À l'initiative de l'Institut national de la femme,
Avec ceci, je pense qu'on aura à régler beaucoup de situations dans les couples, beaucoup de situations dans les foyers. Nous allons nous attacher à eux, de faire la justice au niveau de notre société, de lutter contre ces violences basées sur le genre, la déscolarisation de nos filles, les mariages forcés, les viols, et ainsi de suite, que la société soit quand même en paix. Avec ces différents protocoles d'accord, l'Institut national de la femme n'est plus seul dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Parlons sport à présent avec la jeunesse béninoise qui s'apprête à vivre un moment historique dans la ville d'Abomey. Il s'agit de la toute première édition de la Ligue nationale scolaire prévue pour le 5 septembre au stade Omnisport de Goro. Le tirage au sort a été effectué hier au stade général Mathieu Kérékou. Victorine Bondé et Jacob Tochuedo pour le compte-rendu. C'est une belle fête qui s'annonce dès le 5 septembre à Abomey pour célébrer le sport scolaire. Le tirage au sort de la toute première édition de la Ligue nationale scolaire est désormais fait. Les jeux sont faits, les équipes sont fixées et les poules sont connues. Le schéma de déroulement de cette compétition est identique au championnat scolaire que nous avons l'habitude d'organiser. Mais à la seule différence qu'ici, nous avons un regroupement donc, de jeunes talentueux que nous avons sélectionnés pendant des années pour faire l'effort de leur donner plus de compétition et d'évaluer le programme donc, des classes sportives. Et à ce titre, nous avons choisi la commune d'Abomey pour abriter cette compétition avec les 5 disciplines phares que nous avons. Nous ferons également au niveau de l'athlétisme, donc le relais. La sécurité de nos enfants importe beaucoup. C'est dire que les parents d'élèves, les parents de nos sportifs doivent être rassurés de ce que les conditions sont réunies pour une belle compétition. Pour cette grande première, les 12 départements du Bénin seront représentés. 5 disciplines en catégorie masculine et féminine sont au programme. Football, handball, volleyball, basketball et athlétisme. 7 jours de compétition et des duels qui s'annoncent déjà intenses. Après avoir suivi les enfants que nous avons mis en compétition à Plaoué la dernière fois lors du championnat national scolaire, le chef de l'État a vu l'exercice que le ministère des Sports a commencé. Ce que vous avez fait est extraordinaire. Mais il y a quoi après? C'est la question qui a déclenché la Ligue nationale scolaire. À travers cette compétition, nous allons avoir la crème des crèmes. C'est-à-dire, on a choisi déjà par département des enfants. Lors de cette ligue, nous allons encore faire des tris pour choisir les meilleures pépites. En ouverture de la Ligue scolaire en football masculin, l'Atlantique affrontera l'Atakora. Chez les dames, le Borgou croisera le fer avec l'Atakora. Au basketball, le Borgou se mesure aux os chez les hommes, tandis que le Littoral tentera de barrer la route aux filles du Borgou. En handball, choc masculin, plateau colline et duel féminin, Donga Koufou. Enfin, le volleyball, les collines défieront la Donga chez les hommes et le Koufou chez les dames. Abomey est totalement prêt et nous allons offrir l'un des plus beaux spectacles sportifs à tout le public béninois et au monde entier. Je profite donc de votre canal pour inviter donc les parents à offrir ces quelques jours de vacances à leurs enfants. Abomey étant une ville touristique déjà, le sport aussi étant une activité de divertissement. Du 5 au 12 septembre 2025, le stade Omnisport de Goro vibrera aux couleurs de la jeunesse béninoise. Nous poursuivons avec le sport dans ce journal, au cœur du tennis africain à présent. Le continent est en pleine ébullition sportive et la révolution tennistique est en marche. Derrière cette dynamique, une vision, une ambition, celle de la Confédération africaine de tennis, de faire passer ses idées auprès de la Fédération internationale de tennis. À Cotonou, Hugues Zinsou Zounon a rencontré Jean-Claude Talon, président de cette instance continentale, pour une interview exclusive réalisée au Sofitel de Cotonou. Un échange riche sur les défis, les projets et ambitions pour faire de ce sport un véritable levier de développement en Afrique. Regardez. C'est un travail, je dirais, relativement de longue haleine,
lorsque nous avons été élus en 2023, nous tous, pas M. Iriani, mais M. Laraf et moi, et d'autres, parmi lesquels ceux qui étaient présents à Cotonou, j'ai immédiatement, je crois dans mes premiers mots d'adresse à l'endroit du président de la Fédération internationale de tennis, qui avait assisté à notre réunion d'une assemblée élective, j'avais dit immédiatement que l'ambition que je portais, c'était que l'Afrique se développe dans le tennis, mais surtout que l'Afrique commence à gagner et ne se contente pas de participer. J'aime bien la devise de Pierre de Coubertin, mais vous vous doutez qu'en sport, ce que nous voulons tous, c'est gagner. Donc je l'ai dit très clairement à Nairobi il y a 2 ans, au président Aguerti, que ce que je souhaitais qui soit la marque de mon mandat et de notre mandat, à nous tous qui avions été élus à Nairobi, c'était que l'Afrique gagne davantage. Bien sûr, nous gagnons. Nous avons déjà eu des champions marocains, tunisiens, zimbabwéens, de beaucoup de nationalités que je suis en train d'oublier là, mais nous ne figurons pas de façon régulière dans le top des meilleurs joueurs. Et l'ambition de toute nation, aussi petite que grande, je vous rappelle que la Suisse, qui a eu l'honneur et le privilège d'être le pays représenté par le numéro 1 mondial pendant une quinzaine d'années, Roger Federer pour ne pas le nommer, est un pays qui a pas tellement plus d'habitants que nous. Bien sûr, nous n'allons pas comparer le Bénin et la Suisse, mais toute nation a pour ambition de se développer et d'être visible et de performer dans son sport. Le pays de naissance, ou en tout cas le pays d'un autre champion énormissime, Djokovic, n'est pas un pays spécialement plus que ça de tennis, comparé à l'Espagne, comparé aux États-Unis, comparé à l'Angleterre. Et pourtant, on a eu un champion qui a émergé. Donc, à ce titre-là, j'ai voulu signifier à la communauté du tennis international que nous aussi, nous voulions participer à la loterie qui permet que de temps en temps, une petite nation puisse émerger et faire des exploits. Week-end marqué par le football. À Parakou, marqué par l'engagement constant de Rachidi Gbadamassi, figure du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. L'homme politique a parrainé 2 tournois de football, les 23 et 24 août derniers, des compétitions qui ont rassemblé la jeunesse autour des valeurs d'unité, de fraternité, de fair play. Ikiliru, Gounou, Sero et Olviga Messan pour le reportage. Première escale pour Rachidi Gbadamassi et sa suite, le terrain des cheminots dans le 1er arrondissement pour suivre cette finale du tournoi des grandes vacances. Une affiche entre Ouansirou, ici en rouge, et Ganon, qui n'a pas déçu ses nombreux supporters. Après un match serré et un score nul à l'issue du temps réglementaire, c'est finalement Ouansirou qui s'impose à la séance de tir au but. Un tir au but à 0. L'équipe soulève ainsi le trophée de cette 18e édition du tournoi organisé par l'Association des jeunes pour l'émergence du football à Parakou. Franchement, on a quitté très loin. Et une équipe sans encaisser, c'est vraiment à féliciter. Je tiens à remercier d'abord l'équipe adverse. Donc, je tiens seulement à dire merci à tous nos supporters, le staff et consorts. On a tout donné, ce qu'on pouvait. Et puis, malheureusement, on a perdu au tir au but. C'est vrai que ça fait la 2e finale en 3 ans et vraiment, ça fait très mal. Je suis vraiment désolé pour le public, surtout les supporters de Ganon. Concernant le parrain, nous lui remercions parce que sans son aide, nous ne serons pas ici. Merci pour le coup de pouce qu'il a donné à l'organisateur pour pouvoir arriver à la fin. Le parrain Rachidi Gbadamassi salue le talent des jeunes et souligne que le sport, en particulier le football, est un puissant outil d'union au cœur des valeurs défendues par le bloc républicain. En tant qu'homme politique, nous avons l'obligation de prôner le vivre ensemble. Nous devons combattre la division sous toutes ses formes. Parakou est une et indivisible. Vous voyez que c'est beau quand les jeunes de Ouansirou se retrouvent en compétition avec les jeunes de Ganon. Ce n'est pas beau. Et que l'année passée, c'était Biagera. Nous devons tout faire pour éviter la division.
Sur le terrain d'Aborossi, dans le 2e arrondissement, pour la finale du tournoi de l'unité de la cité de Kobourou. Ici aussi, la victoire s'est jouée au tir au but. La formation de Issa Bonhodo domine l'Aola FC dans cette ambiance électrique mais fraternelle. Rachidi Badamassi, fidèle à son engagement, a rappelé que le football peut transmettre un message fort, celui de l'unité, de l'espoir et de la cohésion sociale, des valeurs chères à son parti. Hors de nos frontières, à présent, Côte d'Ivoire pour démarrer. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo déposent leur candidature pour l'élection présidentielle. 206 hauts diplomates européens appellent l'Union européenne à une action d'urgence face à Gaza. Et puis en Italie, la 82e édition du Festival international du film de Venise a démarré ce jour avec la présence d'une icône du cinéma mondial. Jennifer Sachivi pour le compte-rendu. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo déposent leur candidature. Hier mardi, marquant la fin des dépôts de dossiers, l'actuel président Alassane Ouattara est venu en personne déposer la sienne à la commission électorale indépendante. Son prédécesseur Laurent Gbagbo a quant à lui fait le dépôt la veille au soir par le biais du président exécutif de son parti politique, le PPACI. Un acte qui ravive les passions et relance les débats sur la présidentielle du 25 octobre 2025. La candidature de Laurent Gbagbo s'inscrit en effet dans un contexte juridique délicat pour cause sa radiation de la liste électorale en raison de sa condamnation par la justice ivoirienne dans l'affaire du braquage de la BCEAO. L'ancien chef d'État mise désormais sur le Conseil constitutionnel pour statuer sur son éligibilité. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu ce mercredi à Paris par son homologue français Emmanuel Macron. Arrivé vers 8h30 à l'Élysée, le chef de l'État sénégalais a été reçu dans un contexte particulier, celui du rééquilibrage des relations entre la France et le Sénégal. La visite officielle entend donner le ton d'un nouveau chapitre entre les deux pays. Au menu, les questions de développement durable, d'éducation et de santé dans une perspective de partenariat gagnant-gagnant mieux aligné sur les priorités sénégalaises. Selon l'Élysée, les deux présidents ont aussi abordé les crises régionales et les grands enjeux internationaux. De hauts diplomates européens expriment leur déception face à l'attitude de l'Union européenne vis-à-vis de la crise dans la bande de Gaza. Il s'agit de 206 hauts diplomates européens, dont 110 anciens ambassadeurs. Ils appellent l'UE à une action d'urgence et dénoncent des actions illégales d'Israël en Cisjordanie dans une lettre rendue publique hier mardi. Ils y proposent 9 approches, parmi elles la suspension des licences d'exportation d'armes, l'interdiction du commerce de biens et de services avec les colonies illégales et l'interdiction pour les centres de données européens de traiter des données provenant du gouvernement israélien ou d'entreprises liées aux activités d'Israël à Gaza et dans les territoires occupés. Direction Italie où la 82e édition du Festival international du film de Venise s'ouvre ce mercredi. Pour sa 82e édition, la Mostra de Venise promet des œuvres très politiques tout en décorant également le tapis rouge au cinéma américain. Une édition pleine de strass, de paillettes et d'invités prestigieux. L'acteur américain George Clooney est d'ailleurs arrivé à l'embarcadère Excelsior il y a quelques heures pour le festival. Il doit fouler le tapis rouge jeudi pour Jay Kelly, une comédie dans laquelle il incarne une vedette de cinéma en pleine crise existentielle. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de cette édition, mais restez avec nous
pour la suite de nos programmes sur Bénin TV à 21h en nouvelle diffusion, la série Litapo. À 21h30, un documentaire intitulé La médecine, le futur dans l'ADN. De la naissance à la mort, la seule chose qui ne change pas, c'est notre ADN. Que peut prédire notre patrimoine génétique? Que peut-on espérer d'une médecine plus personnalisée grâce aux avancées technologiques? À 22h30, votre magazine Les Maternelles d'Afrique. À 23h, les annonces nécrologiques et à 23h30, une nouvelle édition du soir. Très bonne suite de programmes sur Bénin TV.